Les métiers de bouche ont traditionnellement, et depuis de nombreuses années, un taux de turnover très élevé. Mais nous devons bien reconnaître que ce n'est pas uniquement la faute du personnel. Mieux manager le personnel de son établissement est l'assurance de travailler avec des salariés motivés et de les fidéliser. Quitte à énoncer une évidence, pour conserver son personnel, il est fondamental de commencer par l'embaucher. En consacrant suffisamment de temps à cette occupation cruciale pour votre entreprise, vous devrez, dès le départ de l'entretien, annoncer au candidat le temps prévu qui doit en principe être de 20 à 30 minutes. Ensuite, il convient d'embaucher la bonne personne avec le bon profil. Trop souvent, les embauches sont faites à l'emporte-pièce. Vous avez besoin, une personne se présente et vous la prenez à l'essai. C'est la plus mauvaise méthode. Pour embaucher du personnel efficient, heureux de travailler dans votre établissement et qui aura envie de rester dans votre entreprise, vous devez lui consacrer du temps. Une embauche ne se fait pas sur un coin de table en 3 minutes. La reconnaissance commence dès l'embauche. Pour bien embaucher, vous devez au préalable bien étudier le CV du candidat ou candidate. N'oubliez pas de prendre en compte que 85% des candidats déclarent trouver normal d'arranger son CV. Donc, n'hésitez pas à prendre des renseignements et à vérifier les références. Ensuite, vous devrez utiliser une grille de recrutement prenant en compte les trois éléments principaux. Le savoir. Le savoir, c'est les connaissances acquises en formation, en milieu professionnel ou extra-professionnel. Ce sont les diplômes obtenus, la maîtrise des langues, la connaissance des logiciels, etc. Dans cette rubrique, n'occultez pas la partie mathématique. Vous devez être certain que votre candidat connaisse au minimum les calculs simples. Que se passera-t-il si votre candidat ne sait pas adapter les fiches techniques aux quantités à fabriquer ou s'il ne sait pas peser les bonnes proportions d'ingrédients? Ensuite, nous avons le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la maîtrise d'un domaine. Ce sont les expériences à des postes similaires, les années au même poste, etc. Puis, le savoir-être. Le savoir-être s'associe aux compétences relationnelles du candidat. Il englobe l'ensemble des comportements et attitudes qui se manifestent dans le contexte professionnel. La notion est donc étroitement liée aux qualités personnelles de l'individu et à sa faculté d'adaptation. C'est le savoir-être qui déterminera sa capacité à s'intégrer dans l'équipe, qui déterminera son dynamisme, sa persévérance, etc. Vous voyez ici un exemple de grille de recrutement. Bien entendu, il vous appartient de l'adapter à vos propres critères en fonction du profil que vous recherchez. Mais ne négligez aucun détail. Par exemple, quand on vous dit présentation physique, le candidat est-il d'apparence soignée? A-t-il des chaussures propres? A-t-il les mains propres? Les ongles courts et soignés? Ça a une incidence directe sur la capacité du candidat à se plier aux règles d'hygiène dans un laboratoire de fabrication ou dans une cuisine, par exemple. Ensuite viendra la partie question qui vous permettra de juger des différents points du CV et peut-être éclaircir des points qui vous semblent obscurs. Première question, pourquoi avez-vous quitté votre dernière entreprise? Pour quelle raison êtes-vous à l'écoute du marché? Lorsque vous déroulerez son parcours professionnel, intéressez-vous à ses missions, à son degré d'autonomie, aux gens qu'il a encadrés, au type d'entreprise dans lesquelles il a exercé. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela. C'est intéressant de savoir ce qui l'amène à changer de poste. Cela permet de mieux comprendre ses motivations. Ensuite,
Par exemple, pouvez-vous m'expliquer ce trou dans votre CV? Si il y a une année vierge ou non précisée sur le CV du candidat, il est important de comprendre pourquoi il n'y a rien de noté. Le candidat a-t-il essayé sans succès de monter son entreprise? A-t-il été au chômage? La réponse peut vous apporter beaucoup de choses sur ses priorités. Autre exemple, selon vous, quelles sont les qualités essentielles pour tenir ce poste? Et vous allez vérifier à ce moment que vous êtes sur la même longueur d'onde avec le candidat en ce qui concerne les objectifs et les missions que vous allez lui proposer. Chacun a sa vision de ce que doit être un bon cuisinier ou un bon boulanger ou un bon pâtissier ou un bon serveur. Avant de lui décrire précisément le poste, n'hésitez pas à lui demander son avis et sa vision du métier. Si vous êtes immédiatement d'accord, ce sera un plus. Sinon, il faudra approfondir en lui demandant d'expliquer pourquoi il cite ces qualités-là. Demandez-lui quelques informations sur votre entreprise susceptibles de le faire changer d'avis et observez sa réaction. Et n'oubliez pas à chaque fois, dans la case de droite, de noter les réponses du candidat. Encore un exemple, si j'appelais vos amis, que me diraient-ils sur vous? C'est difficile de cerner la personnalité d'une personne lorsque cette dernière a préparé son entretien minutieusement et a soigneusement défini le message qu'elle souhaite faire passer. Donc, il est conseillé de sortir du cadre lorsque des sujets extra-professionnels sont abordés. Cela permet de faire ressortir des compétences que le candidat n'aurait jamais exprimées avec une question plus directe. Moi, j'aime beaucoup cette question. Si je vous donnais une baguette magique, que feriez-vous? Là, on est dans le même état d'esprit que la question précédente. Cette question va permettre de faire sortir le candidat du scénario qu'il s'est fixé en vue de le faire s'exprimer avec le plus de naturel possible. C'est une question déstabilisante car elle sort du cadre. De ce fait, il ne faut pas s'arrêter aux réponses brutes, mais plutôt voir comment elles sont formulées et rebondir pour engager la conversation. De quoi avez-vous besoin en termes de relation avec votre manager pour être bien dans votre travail? Si vous souhaitez vous faire une idée des points forts et des points faibles du candidat, vous pouvez vous contenter de lui poser la question. Mais désormais, les trois qualités, trois défauts sont presque systématiquement préparés et vous aurez peu de chances d'obtenir une réponse sincère. Évoquer les besoins permet d'aborder les valeurs et les défauts de façon indirecte. Vous aurez plus de chances que le candidat se livre si vous ne lui demandez pas ses défauts ouvertement. Pouvez-vous me donner le nom de quelques personnes que je pourrais contacter dans les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé? Étant donné l'enjeu d'un recrutement, il ne faut rien laisser au hasard. Un autre poste, un nom de poste trop ronflant, une expérience un peu courte. N'hésitez pas à vous faire préciser toutes les informations qui vous paraîtraient suspicieuses. Pour vérifier qu'un CV n'est pas enjolivé, il faut poser des questions précises, entrer dans les détails. On peut aussi demander des précisions sur le degré d'autonomie pour savoir si un intitulé de poste est juste, pour savoir si les dates des postes sont exactes. N'hésitez pas à lui demander l'autorisation de contacter d'anciens responsables. Ensuite, quelles difficultés et contraintes avez-vous rencontrées dans votre poste? Comment amener une personne à parler des choses difficiles? Prenez l'air le plus naturel possible et en fermant suffisamment la question pour qu'elle soit obligée de répondre. Si la personne esquive la réponse, essayez de reformuler la question pour l'amener à répondre. Il faut insister parfois. Si tout allait bien, vous y seriez encore. Et quoi qu'elle vous dise, ne prenez pas l'air inquiet, mais encouragez-la à préciser ses propos. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien et dans un nouveau défi? Focalisé sur la feuille de poste à remplir, il faut veiller à ne pas rester trop collé à ces critères et ouvrir l'entretien aux motivations du candidat, gage de succès ou d'échec du recrutement. Trop souvent, les recruteurs oublient de s'intéresser à ce qui est important pour le candidat et restent trop centrés sur leurs besoins. Pourtant, plus on monte dans la hiérarchie et plus les motivations diffèrent du simple travail quotidien. Ce peut être rejoindre une marque, une personnalité, remplir un challenge, etc.
Vous pouvez également demander les 2 ou 3 adjectifs qui vous caractérisent le mieux. Demander au candidat de se décrire est un bon exercice en fin d'entretien, qui vous permet de voir si vous avez dressé un portrait proche de ce qu'il vous répond. Arrivé à la fin de l'entretien, on sait déjà, en principe, forger une opinion sur le candidat. Cela montre aussi s'il sait se vendre. Si l'un des adjectifs choisis par le candidat vous surprend, n'hésitez pas à relancer la discussion en approfondissant ce point. Peut-être êtes-vous passé à côté d'une qualité. Enfin, vous pouvez poser une question sur la rémunération. Combien gagne-t-il actuellement? Quelles sont ses prétentions? La rémunération n'est pas un point à éluder. Rien ne sert en effet de poursuivre le process s'il vous paraît impossible de vous mettre d'accord sur ce plan. Demandez quelle est actuellement la ventilation entre son salaire fixe et son salaire variable et comment cette deuxième partie est argumentée. Ensuite, demandez-lui ses prétentions salariales. C'est intéressant de voir le gain que le candidat souhaite réaliser ou non. Cela permet aussi de voir s'il est dans la réalité du marché. Au rang des questions pratiques, informez-vous également de ses disponibilités et son degré de mobilité. Cette procédure vous permettra de cibler plus précisément le candidat ou la candidate qui vous convient le mieux et qui convient le mieux à votre entreprise, car il existe de nombreux écueils. Nous devons composer avec des salaires souvent pas très élevés, des contraintes horaires importantes avec souvent des horaires à coupure, le fait de travailler lorsque les autres se reposent, des situations de stress pendant les services, des températures de travail importantes, surtout en fabrication. L'ensemble de ces facteurs font qu'il est difficile de conserver son personnel si vous n'appliquez pas les principes de base de management de votre personnel. Premier principe, la reconnaissance. Si vous souhaitez conserver votre personnel, apprenez à reconnaître ses compétences et à le dire haut et fort. Structurer et évaluer le travail du personnel de son établissement sont aussi des moyens de prendre conscience des progrès et des succès de l'équipe. Remercier le personnel de son établissement est l'une des clés d'un management réussi. En effet, la considération de la hiérarchie est l'une des clés du bien-être au travail. Comprendre et améliorer le bien-être au travail, c'est un baromètre de 2016. Le bien-être au travail est un facteur de motivation et d'efficacité. Deuxième principe, écoutez les remarques de vos équipes. Le personnel de l'établissement est en prise directe avec les contraintes du métier, qu'il travaille en salle ou en fabrication. Écouter les collaborateurs offre la possibilité au manager de débloquer une situation qui met l'un des salariés en difficulté ou de proposer des solutions pour réorganiser ou faciliter certaines tâches. Prendre en compte les remontées du terrain. Les employés sont également vecteurs d'idées pour améliorer les services proposés aux clients, puisqu'ils les côtoient à chaque service. Écouter leurs suggestions présente le double avantage de valoriser leur implication et d'innover en étant certain de répondre à la demande des clients de votre établissement. Troisième principe, faire de votre personnel des ambassadeurs de votre établissement. On parle souvent d'expérience client pour définir la relation entre un commerce et ses clients. Le fait de transposer ce concept aux employés va permettre aux managers ou aux chefs d'entreprise de comprendre ce qu'attendent les collaborateurs et d'y répondre au mieux. Un salarié satisfait de son expérience au sein de l'établissement dans lequel il travaille sera un bon ambassadeur, voire le meilleur. Par ailleurs, la fierté d'appartenance à l'équipe et le bien-être au travail favoriseront la motivation et l'implication de chacun des salariés de l'établissement. Pour cela, le personnel doit être fier de travailler dans votre établissement. S'il adhère à la politique de l'entreprise,
Il deviendra alors un ambassadeur de votre établissement et sera vecteur d'une très bonne publicité. Quatrième principe, structurer ses équipes. Manager le personnel de son établissement, c'est avant tout lui montrer la voie, donner l'impulsion. Il est donc primordial pour un manager de fixer des objectifs clairs en veillant à ce que ceux-ci soient atteignables. Il faudra également lui donner les clés pour atteindre ces objectifs. En salle, vous pouvez par exemple fixer un objectif de ticket moyen par service ou la vente d'un plat précis ou d'un menu. En cuisine, vous pouvez fixer des objectifs sur le coût matière de la semaine ou du mois et des objectifs sur le suivi du plan de nettoyage ou du rangement des chambres froides, etc. Bien entendu, il vous faudra récompenser le lauréat en l'invitant, par exemple, avec son ou sa compagne le jour de repos ou en versant une petite prime. Cinquième principe, faire des plannings qui conviennent à toutes et à tous. Si vous souhaitez conserver votre personnel, il est important de faire les plannings de présence en accord avec eux. Chaque membre du personnel a ses propres objectifs de vie. Il souhaite pouvoir organiser ses loisirs, prendre des vacances, caler son emploi du temps sur celui de son ou sa conjointe. Pour atteindre cet objectif, il est donc parfaitement contre-productif d'essayer d'imposer un planning à un membre du personnel. La solution est donc de rédiger les plannings en collaboration avec vos équipes. C'est la meilleure méthode pour conserver votre équipe au complet et la rendre plus performante. Pour cela, vous devrez tenir compte de paramètres comme ceux qui ont des difficultés de transport, ceux qui ont des contraintes personnelles, par exemple des enfants, ceux qui ont ou celles qui ont peur de rentrer le soir tard, etc. Sixième principe, assigner des tâches claires. Il vous sera impossible d'obtenir de bons résultats et une équipe performante si vous n'avez pas précisé à chacun ce que vous attendez de lui ou elle. Pour cela, il vous faut obligatoirement rédiger des fiches de poste claires, précises et complètes pour chaque salarié. Exemple ci-après d'une fiche de poste de serveur ou serveuse en restauration. Votre fiche de poste doit être la plus détaillée possible. Vous ne pouvez pas reprocher un travail non fait à un salarié si vous n'avez pas donné d'instructions précises. Septième principe, faire des points réguliers avec vos équipes. Prenez l'habitude de discuter avec vos équipes, de façon formelle ou informelle parfois. Le simple fait de prendre un café avec votre équipe le matin, avant de commencer le travail, peut être très riche d'enseignements. Faites-les parler. N'hésitez pas à leur demander leur avis sur le fonctionnement de l'établissement. Il est toujours préférable d'aller au devant des problèmes. Ils seront plus faciles à résoudre et votre personnel appréciera que vous teniez compte de son avis. Il existe également le management de la performance. D'une manière générale, la performance est un résultat chiffré obtenu dans le cadre d'une compétition. Au niveau d'une entreprise, la performance exprime le degré d'accomplissement des objectifs poursuivis. Une entreprise performante doit être à la fois efficace et efficiente. Elle est efficace lorsqu'elle atteint les objectifs qu'elle s'est fixés. Elle est efficiente lorsqu'elle minimise les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Par efficacité, on fait de bonnes choses. Par efficience, on fait bien les choses. Cette doctrine de Peter Drucker de 1954 est encore d'actualité. Il y a le principe de l'open book management. Mis au point par le groupe industriel SRC Holding Corporation en 1993 aux États-Unis, le mode de gouvernance de l'open book management, en français gestion à livre ouvert,
met à la disposition des salariés des chiffres habituellement réservés aux dirigeants. Vous pouvez tout à fait utiliser ce principe sous forme de courbe pour motiver votre personnel avec des choses simples comme le ticket moyen dans une salle de restaurant ou le coût matière en cuisine ou en fabrication. Ici, un exemple de graphique sur le ticket moyen dans un restaurant, avec en rouge l'objectif de ticket moyen et en bleu le réalisé. Ensuite, n'hésitez pas à réunir le personnel et à leur demander leur avis sur la réalisation des objectifs. Et leur demander s'ils ont des idées pour améliorer les résultats. Vous verrez que cela fonctionne et que votre personnel se sentira considéré. La formation du personnel. Chaque employeur cotise à une OPCO et a droit à ce titre à la prise en charge d'un certain nombre de formations pour son personnel et pour lui-même. La formation des salariés par l'employeur est obligatoire dans le cadre des principes suivants. Permettre aux salariés de s'adapter à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Permettre aux salariés d'occuper un nouvel emploi dans le cadre d'un reclassement. Assurer la formation d'un jeune en contrat d'insertion ou d'alternance. Appliquer l'accord ou la convention collective applicable à l'entreprise si elle prévoit des périodes de formation obligatoires. Se conformer au contrat de travail signé s'il contient une obligation de formation. Une formation pour assurer la sécurité au travail et protéger la santé des salariés doit être également prévue par l'entreprise. Cette obligation de formation est renforcée d'une obligation de résultat. Elle concerne les salariés nouvellement embauchés, les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés qui changent de poste de travail ou de technique, les salariés qui reprennent le travail après un arrêt d'au moins 21 jours, les salariés liés par un contrat de travail temporaire, exception faite de ceux appelés pour exécuter des travaux urgents nécessités par les mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention. Les heures de formation doivent être effectuées pendant les heures de travail et doivent être rémunérées comme une heure de travail normale. Il ne faut surtout pas considérer cette obligation comme une contrainte, mais au contraire, il vous faut donc profiter de cette opportunité pour améliorer la formation de votre personnel afin que votre entreprise bénéficie de nouvelles compétences acquises au cours de ces formations. Le management délégatif. Il y a eu bien des méthodes de management différentes au cours des années, et chaque époque doit s'adapter aux attentes du personnel. Réunir bien-être et efficacité, c'est possible en allégeant les lourdeurs de la hiérarchie en entreprise. Une démarche qui suppose cependant pour le manager d'abandonner son ego, affirme le chercheur Isaac Gates. Depuis 2014, le mouvement de libération des entreprises s'est affirmé en France. Aujourd'hui, on compte plusieurs centaines de PME, d'administrations et même de grands groupes comme Decathlon, Michelin, Airbus ou Engie qui ont transformé leur façon de travailler dans certaines entités. Cependant, il n'existe pas de modèle, seulement une philosophie radicalement différente du modèle hiérarchique traditionnel. Cela commence inévitablement par le fait que le patron travaille sur son ego et commence par changer lui-même. Évidemment, cela peut prendre du temps, mais il est indispensable de s'adapter aux nouveaux comportements et souhaits de son personnel. Lorsqu'un problème surgit, votre première réaction doit être de consulter vos équipes et de demander: que proposez-vous? La confiance raisonnable. Il s'agit non pas de confiance aveugle,
mais de confiance sagement accordée. L'entreprise traditionnelle se construit sur la subordination et le contrôle. La France est le seul pays où cette phrase, dont l'auteur est Staline, est populaire. La confiance n'exclut pas le contrôle. Or, sans la vraie confiance, l'autonomie des salariés est impossible, mais elle ne se donne pas n'importe comment et, à n'importe qui. L'accorder sagement, cela signifie qu'il faut faire en fonction de la capacité des collaborateurs à la recevoir. C'est comme lorsque vous passez le volant à quelqu'un, possède-t-il des acquis suffisants pour conduire? Et dans des conditions climatiques difficiles, sous la grêle par exemple, que devez-vous faire pour l'aider à y parvenir? Il faut d'abord préciser la définition de la liberté. Le sens ici n'est pas faire ce que je veux, comme on le pense souvent en France. Le philosophe Sir John Acton l'a défini plutôt comme le pouvoir de faire ce qu'il faut, donc agir en tant qu'adulte responsable. En entreprise, cela signifie donner le meilleur. Or, souvent, les collaborateurs savent ce qu'il faut faire, mais n'ont pas le pouvoir de le faire sans demander la permission. Trois erreurs à éviter sur le chemin de l'entreprise libérée. Premier écueil, être rattrapé par son ego. Il ne s'agit pas pour le manager de se prendre pour un sauveur. En évitant les grandes annonces, il est censé apprendre à s'effacer pour favoriser l'action des autres. Cela exige parfois des années de travail sur soi et cela s'entretient. Deuxième piège, sous-estimer le poids de l'héritage. Les habitudes des collaborateurs sont souvent bien ancrées et vouloir aller trop vite peut tout faire rater. D'où l'importance de co-construire les nouveaux modes de fonctionnement. C'est la condition sine qua non d'une adhésion réelle. Troisième danger, oublier les partenaires sociaux. S'ils n'accordent pas leur confiance facilement et peuvent camper un temps dans le registre de l'opposition, les rallier à votre cause est possible au bout de quelques mois, à condition d'avoir évité les faux pas. Vous l'avez compris tout au long de cette présentation, manager du personnel est une entreprise difficile, pour laquelle il convient de vous interroger sur vous-même en premier. Si vos résultats sont mauvais, si vous avez beaucoup de turnover, si des tensions existent entre vous et le personnel, ou parfois entre les différents membres du personnel, si vous ne trouvez pas de personnel, il est temps de se remettre en question et d'essayer de nouvelles méthodes de management.